Webinaire. Donc, le webinaire d'aujourd'hui se déroulera en 3 points. Tout d'abord, Julien Collin, donc l'animateur du stage chez Raval, vous présentera les étapes clés d'une analyse HMUC. Ensuite, nous vous proposons une réflexion collective autour de tableaux blancs, autour des thèmes de la déclinaison opérationnelle à la suite d'études de la ressource en eau. Et pour finir, je vous présenterai succinctement l'analyse HMUC en cours sur le Cher et son état d'avancement. Donc, comme je viens de le mentionner, une analyse HMUC est en cours sur le bassin du Cher. Comme inscrit sur les feuilles de route, elle recoupe les stages Cher-Amont, Cher-Aval et Yèvre-Oron et est en partenariat avec le stage du bassin de la Sauldre. C'est dans cette optique qu'il a semblé nécessaire d'acquérir des bases de réflexion communes sur le thème des études HMUC pour pouvoir recueillir les attentes et anticiper les besoins associés au cours de nos études. Pour commencer, Julien va donc présenter les étapes clés d'une étude HMUC. Bonjour à ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer. Donc oui, on va essayer de traiter la question des études HMUC un peu type. On a quelques retours d'expérience maintenant qui sont connus. On a l'étude HMUC Fouzon à l'établissement public Loire, mais aussi la partie alliée. Donc on a essayé de vous proposer, voilà, normalement vous êtes un peu déjà des connaisseurs fins aguerris des études HMUC avec la présentation qui avait été faite le 11 mars en interclé qui s'était tenue sur le bassin du Cher. Donc voilà, on va essayer de retracer un petit peu cette question rapidement pour se consacrer explicitement après sur les tableaux blancs. Donc les objectifs, une analyse HMUC, c'est avant tout pour connaître la ressource naturellement disponible sur le territoire et afin de déterminer des volumes utiles aux usages et leurs conditions de prélèvement tout en préservant les milieux dans un contexte de changement climatique. Quand on a dit ça, on a à peu près tout dit. Ça retrace de manière sommaire une étude HMUC. Mais ces études et ces analyses HMUC, en fait, découlent d'une disposition, notamment celle du 7A2, du SDAGE Loire-Bretagne, celui en cours, hein, mais aussi d'une fiche de lecture du précédent SDAGE qui a été donc remplacé par celui actuel. Et on retrouve notamment plusieurs prescriptions particulières qui se retraduisent par ces 4 points, qui sont la reconstitution et l'analyse des régimes hydrologiques naturels, que j'essaierai de vous expliquer un peu plus tard, l'analyse des besoins des milieux, depuis la situation de bon état jusqu'à la situation de crise, et ça aussi c'est très important, l'analyse des différents usages de l'eau, là ça c'est quelque chose qui vous parle un peu plus, on traite vraiment l'ensemble des usages, la connaissance de ces prélèvements actuels, mais aussi passés, on aurait pu le rajouter, et la détermination des prélèvements possibles. Et enfin, l'intégration à travers l'ensemble de ces points du changement climatique et ainsi de l'approche perspective de ces derniers. Donc, pour entrer maintenant dans une déclinaison un peu opérationnelle d'une étude et son contenu, je vois qu'il y a une réponse. Est-ce que vous voulez que je réponde peut-être en même temps? On va essayer de. Je les vois. J'ai la chance d'avoir 2 écrans, donc j'ai la capacité de voir les réponses en même temps, les questions en même temps. Donc je vais essayer d'y répondre. Donc pour répondre juste pour revenir peut-être à la slide d'avant. Que fait-on du très bon état? Alors, ça, c'est le SDAGE le définit à travers cette fiche 6.1, du bon état jusqu'à situation de crise, et on le retrace, je vous le présenterai juste après, par des méthodes d'approche des questions des définitions et déterminations des débits biologiques qui nous permettent d'approcher une plage de débit qu'on appelle critique optimale, de crise à bon état. Ça dépend de comment on se place, mais dans le très bon état, en tout cas pour l'aspect milieu n'est pas jusqu'à ce niveau de précision. Si on peut retourner, Camille, sur le déroulé d'une étude HMUC, donc elle se déroule en 4 phases, on pourrait la simplifier en 4 phases, avec dans un premier temps une phase préliminaire qui a comme objectif un découpage en unités de gestion, vraiment une sectorisation du territoire afin de pouvoir traiter la question de manière la plus exhaustive et la plus précise sur l'ensemble des caractéristiques de nos territoires. Mais avant cela, il y a besoin d'une définition des objectifs. C'est un peu une phase préliminaire qui est nécessaire pour que chacun puisse partager et être concerté sur cette question-là, afin qu'on se dirige tous vers une réflexion et une étude commune.
Il y a un point aussi important dans cette phase préliminaire, c'est toute la phase de concertation, en plus sur la question en particulier des données. Après plusieurs retours d'expérience, on s'est rendu compte que c'est vraiment l'un des facteurs qui peut être compliqué à mettre en place, notamment l'acquisition, le transfert, les échanges entre soit le prestataire, soit dans certains cas entre le maître d'œuvre et les partenaires qui auraient de la donnée. Donc vraiment, il faut définir déjà un cadre et que chacun puisse partager complètement ces données. On arrive directement après en phase 1, où là, on retrace les 4 volets. Hein. C'est vrai que HMUC, on ne l'a pas défini au début, mais HMUC, c'est pour hydrologie, milieu, usage et climat, qui sont les 4 grands volets de ces études de la ressource en eau, de l'approche quantitative, et qui sont un peu traduites dans ces études de manière un peu isolée. Dans un premier temps, on essaye vraiment de travailler la question de manière en boîte noire, pour pas que un volet influence un autre volet. Et donc, si on les retrace un par un, on voit qu'on commence régulièrement par le volet usage, qui est celui qui présente le plus d'intérêt, en tout cas pour les acteurs, parce que ça mobilise les enjeux de territoire, on se rend un peu plus compte de l'utilisation de l'eau, hein, et des usages globaux sur les territoires. Et donc là, à travers cette partie-là, il y a vraiment une récupération de données et une analyse aussi prospective qui est intéressante, qui permet d'anticiper le changement climatique pour essayer de réfléchir à nos usages, à comment on va utiliser l'eau dans les prochaines années. Alors, à moyen et long terme, ça dépend comment est définie l'étude. Hein. Ça peut être 2030, 2050, 2070, voire 2100 dans certains cas. Et ça, c'est vraiment important dans ces études. Il y a après maintenant la question, le deuxième volet aussi important, c'est l'hydrologie. Il y a tout un travail de modélisation du potentiel naturel du bassin versant. Donc là, on est vraiment sur une reconstitution et une analyse des régimes hydrologiques naturels. Donc, qu'est-ce qu'on entend par régime hydrologique naturel? C'est un régime, alors je vais employer un mot peut-être qui peut sembler plus compliqué, mais qu'on appelle aussi désinfluencé. C'est-à-dire qu'on essaye de remodéliser l'hydrologie par des modèles pluie débit, par des ruissellements, de savoir qu'est-ce qui arrive sur le territoire et qu'est-ce qui est sans les usages, s'il n'y avait aucun usage sur un bassin versant, comment on pourrait définir un volume de débit, en tout cas un volume qui est qui est disponible pour les usages et pour les milieux. Après cela, on arrive sur un autre volet qui est celui du milieu, où là, on approche la question des déterminations des débits biologiques. Pour cela, et c'est là où on en revient un peu à ce que tout à l'heure, à la question du bon état et de la période de crise, dans les modèles qui ont été proposés, hein, on a vraiment une approche, vous avez dû entendre parler notamment des démarches estimables, qui sont des protocoles de terrain qui permettent d'approcher la question des débits biologiques, mais on a aussi d'autres modèles de type EVA ou bien l'AMNI, qui sont des solutions qui permettent de mieux comprendre les besoins piscicoles, en tout cas via ces démarches du milieu, afin de pouvoir définir ce qu'a besoin le milieu et pouvoir après travailler sur la phase 2, qui est un croisement de ces 4 volets pour définir les besoins de chacun. Et enfin, la dernière phase, le dernier volet de cette phase 1, c'est le volet climat, qui est un peu plus transversal et qui permet, donc, comme le dit son titre, hein, d'avoir une approche du changement climatique à moyen et long terme. Donc là, c'est aussi des modèles qui sont soit globaux, hein, soit plus régionaux. Et on essaye de faire varier des scénarios, donc pessimiste, optimiste. Ça aussi, ça doit être défini. C'est pour ça que cette phase préliminaire que je vous ai présentée tout à l'heure est importante. C'est qu'elle doit permettre de clarifier un peu où la direction et les objectifs de l'étude. Enfin, après cette phase 1, on croise les 4 volets et on arrive sur des déterminations de débit d'objectif d'étiage. Donc, pour rappel, le débit d'objectif d'étiage, c'est le débit permettant de satisfaire l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Ça, c'est vraiment une approche politique, hein. Il faut le voir comme cela. Et à la fin, on détermine les volumes totaux sur le territoire, qui sont vraiment, dans un second temps, il faut vraiment cranter chaque point pour en arriver au volume prélevable. Hein. Vraiment, après, on parle de volume prélevable. Et enfin, une dernière phase, qui est, elle, la stratégie d'action.
et qui est en concertation avec l'ensemble des acteurs et en fonction des résultats de l'étude, d'essayer de vouloir essayer de définir une stratégie, une planification sur le territoire avec des programmes d'action via des contrats territoriaux, CTMA, ou des PTGE, des projets de territoire pour la gestion de l'eau, qui sont des solutions opérationnelles sur le territoire. À cela s'ajoute aussi la question un peu plus réglementaire et notamment la question de l'approche par des propositions d'adaptation aux SDAG, et enfin à la possibilité aussi de modifier via une révision ou une modification du SAGE par ces documents qui le construisent. Je profite aussi pour répondre. Les usages devraient être le dernier volet, pas le premier. Non, c'est vraiment plus simple d'approcher la question des usages en premier, sachant qu'il a une influence directe après sur l'hydrologie quand on compare. Et là, on en arrive avec l'analyse des 4 volets sur la slide qui vous est présentée. Pour retracer rapidement cette question, on a donc ces 4 volets HMUC. Hydrologie, avec ce que je vous ai dit, on travaille des usages, on définit ce que l'hydrologie des influencés, on soustrait tout simplement les usages, et ça nous donne après une hydrologie influencée, qu'on essaie toujours de vérifier en fonction des données qu'on a des stations hydro sur le territoire, pour voir si les modèles qui sont proposés par les prestataires ou en interne sont représentatifs de ce qu'on peut trouver sur les stations de mesure sur nos territoires. Et donc, rapidement, voilà, on a, avec une carte de synthèse au milieu du SDAGE actuel, qui reprend les dispositions du chapitre 7 et les pressions, en tout cas les difficultés qui sont retranscrites par ces zonages sur les territoires sur l'aspect quantitatif. On peut avancer ? Je voulais qu'on se consacre un peu plus particulièrement aujourd'hui sur le croisement des 4 volets, qui nous permet d'approcher la question des débits d'objectifs d'étiage et qui sont, in fine, la question des volumes prélevables sur le territoire. Et j'ai essayé de vous synthétiser un peu vraiment de manière sommaire la démarche pour qu'on puisse partager cela et d'avoir des premiers points techniques pour appréhender les questions des études HMUC et notamment l'étude HMUC Cher, dont Camille vous a parlé un peu plus tôt. Et donc, dans ce graphique-là, dans ce schéma, pardon, on voit que pour approcher cette question des DOE, on pourrait simplifier à, d'un côté, la connaissance de la ressource. C'est pour ça que les usages sont très importants, mais que l'hydrologie sur le territoire est aussi importante et que le croisement de ces deux-là nous permette de définir l'hydrologie des influencés. À cela s'ajoute la question des besoins des milieux. Et donc là, on approche la question des débits écologiques. Et par analyse graphique entre ces deux données, on est capable de définir des débits d'objectifs d'étiage. Pour rappel, c'est celui qui permet de soutenir les usages 8 années sur 10. On est toujours dans ces questions de vouloir, et c'est les ambitions du SDAGE et des différentes réglementations actuelles, de vouloir essayer de soutenir les usages, mais aussi les milieux, vraiment dans une approche de développement durable, vraiment 8 années sur 10, toute la ressource. Et donc, la détermination de ces DOE, c'est aussi, et c'est important de le prendre en compte, une approche itérative. Parce que pour définir un DOE, alors il y a un petit schéma sur votre droite, un débit d'objectif d'étiage se réfléchit en fonction de ce qu'on a en amont, mais aussi ce qu'on a en aval. Et c'est pour ça qu'on parle de solidarité amont-aval. C'est que dans une étude HMUC, il y a un besoin que chacun, il y a un besoin des milieux, un besoin des usages, mais aussi un besoin d'arbitrage entre ces unités de gestion pour permettre un soutien, en tout cas sur des territoires qui peut-être présentent une hydrologie désinfluencée, donc une hydrologie naturelle un peu plus contraignante, d'avoir un soutien d'autres territoires qui présenteraient peut-être un surplus de ressources en eau. Et donc cela, voilà, pour rappel, la détermination des DE est aussi calculée à partir du ou des débits environnementaux en amont, c'est ce que je vous expliquais, en intégrant les besoins en aval, mais aussi le changement climatique. C'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, mais le changement climatique doit être transversal sur cette démarche, cette démarche HMUC. Des arbitrages sont possibles. Et enfin, la question de la définition des volumes prélevables. On essaye de parler alors de volume prélevable total, parce que pour le moment, il faut vraiment avoir une approche théorique. L'idée, c'est qu'on n'essaye pas de mettre
Soit on pourrait rapidement en venir à discuter du volet agricole ou des plans d'eau ou de l'industrie, plusieurs grandes thématiques, plusieurs grands types d'usages sur le territoire. L'objectif vraiment de cette phase 2, c'est d'approcher la question des volumes prélevables total, c'est-à-dire tout ce qu'on prélève sur le territoire, qu'il soit pour un usage ou pour plusieurs, ça revient à la même chose. Il faut avoir une vision de bassin. Et après, dans une phase 3, celle que la slide juste après, on essaye de définir des volumes prélevables qui sont, eux, réajustés en fonction des besoins et des enjeux du territoire. Mais dans cette phase 2, il est vraiment important de garder ça en tête. C'est une approche, alors certes, qui peut parfois être frustrant parce qu'on aimerait savoir, tous acteurs, quelles sont la distribution des volumes pour usage. Mais il faut qu'on se garde cette pensée un peu scientifique, un peu technique, pour permettre à la suite de définir clairement une ambition sur le territoire qui est l'objectif de la phase 3, celle d'une stratégie d'action et d'une déclinaison opérationnelle qui est un peu le cœur du sujet d'aujourd'hui. Et donc, on peut retrouver là, dans différents exemples qu'on vous a cités, notamment celle d'établir des possibles adaptations à apporter au SDAGE, hein, comme je vous l'ai expliqué, des conditions estivales de prélèvement, mais aussi des valeurs réglementaires pour ceux qui connaissent un petit peu, et puis, de toute façon, on aura l'occasion d'en discuter, des différents seuils réglementaires qui s'y trouvent et qui sont aussi déclinés dans les arrêtés 4 sécheresse à travers chaque département, en tout cas pour les DDT, pour le suivi sécheresse. On peut aussi définir, par exemple, des protocoles d'intervention et de suivi de la ressource, mais aussi il y a des portées opérationnelles qui peuvent être des observatoires de l'eau, des démarches territoriales, communales. Je vous ai parlé des CTMA, des PTSGE tout à l'heure, qui sont des outils qui permettent d'inscrire des actions sur les milieux aquatiques, sur plein de sujets. Alors, je ne veux pas trop vous en dire parce que c'est vraiment le sujet juste après et je vais vous laisser travailler avec Cécile et Camille. Mais voilà, il y a plein de solutions qui sont possibles et il faut avoir une vision globale de la problématique. Souvent, on résume cela à des questions de bassines. Il semble que la question de l'eau touche tous les acteurs du territoire et qu'il faut avoir une vision transversale de la question. Donc, avant le temps d'échange autour de la question des déclinaisons opérationnelles, on vous propose de regarder une vidéo de 5 minutes produite par l'agglomération Béthune. Excuse-moi Camille, peut-être avant il y avait peut-être des questions sur la partie présentée par Julien, sur cette partie un peu globale et générale des démarches. Est-ce qu'il y avait des questions ou dans le chat ou ouvrez votre micro, n'hésitez pas. Bien, alors excuse-moi Camille, je t'ai interrompu pour rien. Apparemment, le propos était limpide, donc il n'y avait pas d'intervention en plus. Du coup, je vous disais, on va vous proposer de visionner une vidéo de 5 minutes, donc produite par l'agglomération de Béthune-Bruay dans le Pas-de-Calais. Et c'est une vidéo qui présente une démarche similaire à celle qui vous a été présentée sur la gestion quantitative de l'eau dans un contexte de changement climatique. Bon, lancement de la vidéo. Ça ne veut pas partir. Alors, cette vidéo, elle a été proposée parce que du coup, l'étape 2 de ce webinaire, c'était de vous proposer des tableaux blancs, justement pour réfléchir un petit peu collectivement ou voir un petit peu à quoi vous pensiez en termes de qu'est-ce que ça évoque pour vous une démarche HNUC, en termes aussi opérationnels. Donc, action, levier réglementaire, etc. Et du coup, pour introduire un peu ces tableaux blancs, alors Julien va remettre au début et réfléchir à ces thématiques. On vous proposait une vidéo qui pourrait potentiellement apporter des éléments de réflexion. Voilà. Est-ce que vous avez le son ? Non, il doit falloir débrancher ton casque peut-être.
Cavalère, sur l'eau potable, en association avec 4 syndicats, agglomérations. La principale ressource du territoire de la Cabalère, c'est la craie du Sénoturonien. Cet aquifère est à faible profondeur sur sa partie sud, lui conférant son caractère libre. Plus la craie s'enfonce vers le nord et plus elle passe sous des formations plus récentes qui sont plus ou moins imperméables, donnant le caractère captif à la nappe de la craie, mais également son caractère artésien. D'ailleurs, l'origine de l'artésianisme provient de notre région. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans un système d'effet ciseau entre une diminution des ressources et une augmentation des besoins. Vous n'êtes pas sans savoir que nous connaissons un réchauffement climatique sans précédent qui va occasionner des sécheresses intenses qui vont aboutir à une diminution de 20 à 40% de la recharge en eau souterraine que nous utilisons majoritairement au sein de l'agglo. Au niveau agricole, nous connaissons une augmentation des irrigations, notamment pour les cultures de rente comme la pomme de terre. Au niveau industriel, même si les process actuels sont très vertueux, nous avons des industries qui nécessitent de plus en plus de besoins en eau potable. Au niveau domestique, nous connaissons un effet de mode avec la création des piscines individuelles. Nous avons les communes rurales qui ont comme volonté de se développer, ce qui est tout à fait légitime, donc par une urbanisation. Ce qui fait que les besoins augmentent, les ressources diminuent, et donc nous allons dans les années futures certainement avoir des conflits d'usage entre le monde industriel, le monde agricole et nos différents abonnés. Et donc, il faudra trouver des solutions pour préserver cette ressource à l'échelle du territoire. Le projet Water for Tomorrow couvrira 2 thématiques, la gestion moyen-long terme de la ressource en eau et la gestion des sécheresses. Sur le premier volet, le projet commencera par modéliser l'impact du changement climatique sur l'évolution de la ressource en eau grâce à un modèle régional hydrogéologique de la nappe de la Craie. Parallèlement, nous réaliserons une prospective sur l'évolution des besoins en eau sur le territoire. De la confrontation entre cette évolution des ressources et des besoins, nous réfléchirons avec les acteurs à des stratégies de gestion durable de la ressource en eau. Sur le deuxième volet de gestion de la sécheresse, le BRGM déploiera l'outil MétéoNaP qui permet une visualisation en temps réel de l'état de la ressource et également un système d'alerte précoce de sécheresse. Ce système permettra de réfléchir avec les acteurs à la mise au point de mesures de gestion anticipée de la sécheresse. La participation donc, de la Cabalère dans ce projet de Water for Tomorrow, donc l'eau pour demain, a plusieurs objectifs. Les 2 principaux, c'est connaître la dynamique en fait, de cet aquifère-là et également la disponibilité de la ressource en eau de manière à pouvoir envisager donc, les développements futurs de ce territoire. Pour cela, donc, la Cabalère s'est engagée dans 3 axes de travail sur la gestion de la ressource. Le premier est la connaissance à bâtir sur ce territoire-là de manière à bancairiser de la donnée et mettre en place une gestion quantitative de la ressource en eau. Le deuxième est une animation à réfléchir avec les différents partenaires les différents acteurs de ce territoire-là, puisque les conflits d'usage peuvent justement faire réfléchir sur comment demain on doit gérer la ressource. Et enfin, le schéma directeur de l'eau potable de la Cabalère qui doit travailler sur 4 angles qui concernent la qualité, la quantité, la sécurisation de la ressource et enfin la résilience face au changement climatique. Moyennant ces 3 axes de réflexion, la Cabalère sera en mesure d'avoir une vraie vision de gestion patrimoniale de sa ressource. Sur le projet, ce qui me paraît intéressant, c'est effectivement d'essayer d'analyser et de faire une prospective sur les évolutions des usages de l'eau, puisque c'est quelque chose qui va évoluer et dont on aura besoin d'anticiper par rapport justement au changement climatique. Et également, il y a des projets de mettre en place sur des territoires alors un peu plus larges que la Cabalère, mais sur le territoire de Sage de la Nice, plan de gestion territoriale de l'eau, donc qui prévoit de travailler sur une répartition des volumes disponibles de la ressource pour la répartir entre usagers. Et donc le fait de connaître à la fois la disponibilité de la ressource, mais aussi par le projet Water for Tomorrow, des usages et des besoins des différents acteurs, ça permettra d'avoir des éléments complémentaires pour cette concertation et pour gérer la répartition de la ressource. Alors, on espère que cette vidéo était
inspirantes, ces 5 minutes, parce qu'on vous propose maintenant d'échanger autour de 3 tableaux blancs. On a appelé ça les tables rondes sur 3 thèmes. Comme je vous le disais en préambule de la vidéo, on souhaitait réfléchir collectivement à qu'est-ce que ça évoque pour vous une démarche HMUC en termes d'action, de levier, qu'ils soient réglementaires ou en termes d'outils auxquels vous pensez sur votre territoire. Et donc, on a préparé juste 3 thèmes. On va prendre très peu de temps par table. Le premier thème, c'est plutôt sur le volet milieu aquatique et aménagement du territoire. Qu'est-ce que ça évoque? Et pour les thématiques suivantes, pour les usages et les prélèvements, il y a deux axes d'entrée. Donc, soit la gestion conjecturelle de la sécheresse, c'est-à-dire dans l'instant T, voilà, il y a une sécheresse qui arrive, c'est comment je gère, voilà, vous avez les petits schémas à droite, un exemple de niveau piézométrique, c'est comment je gère à l'instant T mon niveau très bas, là, je manque d'eau. Et puis, l'autre tableau sera plus sur la gestion structurelle du déficit, et qui est donc là, comment j'inverse les tendances baissières là, toujours sur la courbe piézométrique, hein, du niveau moyen de Manap, où là, on a l'évolution des déficits hydriques. Donc, on voit hein, que ça évolue et qu'on a des déficits hydriques avec une tendance à la baisse, enfin, du coup à la hausse, puisque le déficit augmente. Voilà, comment on gère cela. Donc, on va prendre 2 minutes. Je pense que tu peux tourner. On va prendre donc il y a 2 temps. Sur les tableaux blancs, on vous propose donc par thème d'écrire votre idée. Donc, il y a la petite notice hein, en cliquant sur le petit T rouge. On écrit son idée, tout le monde écrit, il n'y a pas de problème. Pour que tout le monde voit, il faut vraiment que ce soit plus encadré en bleu, votre écriture. Et puis, au bout de 2 minutes, on mettra tous, on attribue chacun 2 pastilles. Si on trouve que l'idée de quelqu'un d'autre est bonne, on met une pastille à côté. Donc, on clique bien sur le rond ici en haut qui s'appelle Shape et pas Color. Donc, c'est bien le rond au-dessus du T. Voilà, donc par tableau. Si vous voulez bien qu'on lance ce principe de tableau, si c'est clair. Donc, 2 minutes pour écrire les idées. Vas-y, Julien, je crois que c'est toi qui as la main sur les tableaux. Voilà, 2 minutes pour écrire ses idées. Dans 2 minutes, on met les pastilles pendant une petite minute. Et puis, on fera un résumé très, très succinct des idées. Et ensuite, on passera à la dernière partie de ce webinaire, qui est un point d'avancement sur l'étude HMUC, la démarche HMUC Cher. Allez, je lance le chrono. Donc, vous voyez bien à l'écran hein, le T qui apparaît. Tout le monde peut cliquer dessus et exposer ce que ça évoque. Moi, je ne vois pas de T. Ah, et moi non plus. Donc, les tableaux blancs, milieu aquatique et aménagement du territoire. Oui, et donc sur la gauche du tableau, il n'y a pas une petite barre. Il y a eu avec votre tuto, mais il n'y a plus. Dans le tuto, il y avait. Nous n'avons pas de tableau. Alors, oui, bonjour à tous et à toutes. Serge Perrochon, excusez-moi pour le retard, j'étais sur un autre sujet qui m'a pris un petit peu de temps. Effectivement, en arrivant, j'ai vu le T et je me suis dit que le T voulait dire très en retard, donc je n'osais pas me manifester. Le jour de l'humour, Serge, c'est bien. Alors, c'est vrai que ça nécessite peut-être une actualisation de Zoom que certains n'ont peut-être pas eu, finalement. Oui, j'ai l'impression que le partage... Ouais. On a l'impression qu'il y a 13 personnes qui l'ont et pas les 20 autres. C'est un peu embêtant. Rien du tout, mais bon. Non, mais j'ai l'impression que l'outil, alors c'était un test, mais j'ai l'impression que l'outil peut être construit qu'à partir de 16 personnes, 13, 14, 15, 17 personnes, et que c'est la limite de l'exercice. Malheureusement, on est trop mobilisés sur ce webinaire. C'est pas très grave, les idées sont bonnes. Alors, mais ce que je vous propose pour ceux qui n'ont pas accès au petit T, c'est peut-être de servir de l'outil commentaire. Dans le module de discussion. Voilà. N'hésitez pas à nous mettre dans le discussion et puis moi, les 3-4 animateurs auront l'exercice de les rajouter.
Donc, n'hésitez pas dans le module de discussion à ajouter vos idées. Avec une pastille à mettre sur les zones humides. Je laisse Julien mettre les pastilles. Moi, je lis tout haut. Et Julien et Jonathan écrivent, si vous voulez bien qu'on fasse comme ça. Une deuxième pastille sur les zones humides. Moi j'aimerais, je ne peux pas le faire, allez-y, dites-nous. Parler des retenues collinaires. Dans l'aménagement du territoire. Sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse tous. Est-ce qu'elles sont pertinentes, etc. etc. Et c'est un sujet que les néophytes abordent beaucoup et on ne sait pas souvent quoi leur répondre quand on dit que ce n'est pas pertinent ou pertinent. J'aurais voulu qu'on réfléchisse à ces zones de stockage de l'eau quand elle est présente, pour pouvoir la redistribuer quand on en a besoin. Je pense que c'est un élément important pour aborder une solution pérenne. Mais je n'ai pas la main sur le thé. Alors, ça a été rajouté, donc les retenues. Voilà, je vous le dis à l'oral, comme tout le monde n'a pas accès au tableau et nous en sommes désolés. Donc, les retenues ont été ajoutées. Je peux dire tout haut. Donc, il y a préservation du milieu, assurer la souveraineté alimentaire sur le territoire, tête de bassin versant, plantation de haies, récupération des eaux pluviales, zone de débordement, reméandrage. Et dans le commentaire, nous avons la question de retenue collinaire ou bassine, puisque ce n'est pas pareil. Donc déjà, on en est déjà au stockage de l'eau formidable. Effectivement, on est dans le milieu aquatique et aménagement du territoire. Donc on va réorganiser les choses, si vous le voulez bien, à l'issue du webinaire, et on vous enverra des tableaux un peu mis en forme et peut-être des choses qui basculeront d'un côté et de l'autre. On est là en train de poser des idées sans aucun jugement et du coup, ça nous permet aussi de savoir quels sont les thèmes à aborder dans la suite ou voilà, savoir un petit peu où on en est aujourd'hui sur le territoire. Donc, les 2 minutes sont terminées. Je vous mets 30 secondes pour mettre les petites pastilles si vous le souhaitez ou dire dans le module de discussion. Donc, si tout le monde n'a pas accès au tableau, je redis ce qui est les nouveautés. Donc, limiter l'imperméabilisation des sols, végétaliser, utiliser les eaux pluviales ou récupérer les eaux pluviales. Il y a donc les 2 idées. Voilà, on en est effectivement à la rajouter bassine. Donc, il y a beaucoup de pastilles autour de zones humides, une petite pastille autour de tête de bassin versant, reméandrage, voilà, restauration de cours d'eau, effectivement, encore des pastilles sur les mêmes thématiques. Moi je redis, Jean-Pierre Guérin, je pastillerai bien retenue collinaire au pluriel. D'accord, donc une pastille autour des retenues, bien sûr. Et je l'ai mis au pluriel. Les retenues, quelles qu'elles soient, collinaires ou de substitution. Je ne connais pas la différence entre retenue collinaire et bassine. Et donc, ça nous indique qu'effectivement, peut-être qu'un prochain webinaire sera nécessaire sur ces thématiques particulières ou une information. Voilà, c'est parfait. Et donc, des pastilles encore sur tête de bassin versant et zone humide. Voilà, on va arrêter pour ce tableau. Est-ce que, Jonathan, tu peux juste faire une petite... Oui, c'est difficile, effectivement, de mettre des pastilles. Donc, je ne sais pas si on va faire les autres tableaux, parce que forcément, pour les personnes qui n'ont pas accès, c'est plus compliqué. Beaucoup plus compliqué mettre à chaque fois. Donc, récupération de l'eau de pluie, une petite pastille, et puis tête de bassin versant aussi. Et la précision que les retenues ne sont pas des milieux aquatiques, bien sûr, on est dans le thème milieu et aménagement du territoire, donc ce n'est pas complètement déconnecté des politiques d'aménagement de territoire, mais on est peut-être plus dans le volet usage pour les bassines, effectivement, ou les retenues, on est peut-être plus dans le volet usage, on les remettra au bon endroit. Jonathan, est-ce que tu peux résumer très rapidement ce petit tableau? Oui, on résumé plus que rapidement, mais je pense qu'on en fera... une analyse peut-être plus fine, même si on a rapidement, on voit que
Sur l'aspect milieu, les zones humides et notamment les têtes de bassin versant sont une thématique qui revient souvent, ainsi que la sensibilisation et le raisonnement des usages de l'eau potable. Après, il y a quand même beaucoup de sujets à la fois liés au milieu, liés à l'aménagement. Et par rapport à l'aménagement, donc, on note bien évidemment le besoin de clarifier ce qu'on entend par retenue collinaire et autres types de retenues, car elles ont un usage, un impact variable et différent, donc on précisera. Il y a le volet aussi, au-delà de la sécheresse, le volet inondation, avec zone de débordement qui est évoquée. Donc voilà, après, est-ce que j'ai oublié d'autres choses? L'aspect également milieu sur le volet hydromorphologie, avec l'intérêt de préserver l'intégrité des milieux aquatiques, la fonctionnalité des milieux aquatiques avec la notion de reméandrage, notamment de ripisylve, qui rentre pleinement dans la préservation de ces milieux. Et puis, comme souligne Jacques Lamy et Anne, donc l'aspect rétablissement et de la continuité écologique avec les obstacles à l'écoulement qui peuvent également avoir un impact sur le volet hydrologie. Parfait, merci. On remettra toutes les idées dans le webinaire qui sera diffusé sur les sites des sages. On remettra ces tableaux. Il y a un aspect aménagement et notamment lié à l'aménagement du territoire sur tout ce qui est lié aux eaux pluviales. Noter donc eaux pluviales, récupération des eaux pluviales et désimperméabilisation des sols. Ok. On passe au tableau suivant. N'hésitez pas à partager donc, les idées d'action, mais aussi les leviers que vous pourriez identifier. C'est vrai que Julien a parlé d'outils, par exemple des contrats territoriaux, quels qu'ils soient. Donc, on a ces idées d'action, mais aussi d'outils. N'hésitez pas. Donc, ce deuxième tableau, c'est plus sur le côté usage, prélèvement. Sinon, au lieu de partager... oui, aussi. Usage, prélèvement et sur le volet gestion de la conjoncture. Donc, c'est-à-dire quand je suis en sécheresse, quels outils ou quels leviers je vois pour gérer la situation de l'instant T. Voilà. Donc, pareil, 2 minutes pour jeter un peu les idées, si vous le voulez bien. On aurait peut-être pu mettre un titre au tableau. Donc, je vous le fais en direct. Hein. Je viens de le mettre. Non, gestion conjoncturelle de la sécheresse, vous ne le voyez pas? Non, on ne le voit pas. Ben, rajoute-le peut-être, Cécile. Ouais. Donc, une première idée qui est posée, effectivement, on est sur les arrêtés sécheresse, la notion d'anticipation, l'anticipation du déficit, effectivement, la communication, et la sensibilisation. Bien sûr, la notion de sobriété, moins utilisée. Conscient que l'exercice est un peu plus difficile que pour les milieux aquatiques. Hein. On sait que voilà, c'est autour de la table, normalement, on a pas mal d'acteurs qui anticipent et qui font partie des suivis sécheresse, des réflexions un peu plus globales sur le territoire, sur la gestion de la sécheresse. On a toute la partie... Oui, excusez-moi, Serge Perrochon. Je pense effectivement que si on parle de sobriété, c'est peut-être là où il aurait fallu indiquer donc, la gestion donc, des eaux excédentaires à un moment donné pour les réutiliser donc, aux périodes plus sèches. Ça fait partie des actions aussi qu'il faudra sans doute envisager encore plus à l'avenir que ça l'a été auparavant. Et ça me semble important, ce qu'a signalé tout à l'heure Jean-Pierre dans son intervention sur les retenues collinaires. Alors, je ne sais pas comment il faut les appeler,
mais je pense que de toute façon, ce sera une préoccupation importante de pouvoir réguler ces débits qui deviennent complètement incontrôlables avec des excédents plus importants à un moment donné, puis des déficits extrêmement importants d'un autre côté. Donc, à mon avis, on ne pourra pas faire l'économie de cette gestion équilibrée de l'eau, même en y mettant donc l'ensemble des paramètres qui s'affichent à l'écran. Et j'allais dire que les drafts précédents faisaient partie aussi de la même logique et que tout est lié entre toutes les idées qui ont été émises. Elles ont toutes leur importance et elles sont toutes liées à l'aspect quantitatif et qualitatif de l'eau. Donc, nous avons... Ah, pardon, il y avait Madame Haas, oui, c'était la remarque. Je pense que vraiment, il faudrait qu'on fasse un atelier sur ces histoires de retenue, parce que vraiment, ça pose des questions réelles sur l'état de nos nappes phréatiques, puisque les retenues sont quand même un souci par rapport aux nappes phréatiques. Alors, j'entends, il y a les retenues collinaires où c'est de l'eau de pluie, mais les autres retenues ne sont pas de l'eau de pluie, ce sont des retenues qui prennent de l'eau dans les nappes phréatiques. Et aussi vous dire que dans ces retenues, on a des problématiques de pollution, puisque les nappes, quand l'eau rentre quand même dans le sol, elle se nettoie. Donc, ce n'est pas anecdotique. Et je pense vraiment, vu les échanges rapides qu'on a là, qu'il serait vraiment bon d'avoir un atelier qui montre le pour et le contre, parce qu'il y a énormément de problématiques autour de ces retenues et aussi l'évapotranspiration, bien entendu. On vous proposera à la fin un petit sondage qui permettra d'orienter les prochains webinaires, car on essaie de pérenniser. Hein. C'est la deuxième année, donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins et vos envies, hein, clairement, c'est juste de traiter ça, ces questions-là. Voilà, ça a l'air d'être une question importante, donc il faut qu'on la traite totalement. Peut-être qu'on peut donner aussi la main. Je vois qu'il y a une main levée, Cécile. Oui. Monsieur et Madame Lamy, je sais pas. Oui, pour conforter ce que vient de dire la précédente intervention, hein, de toute façon, oui, de toute façon, on voit bien où on veut aller. Hein, le monde agricole, ce qui est là-dedans, c'est des retenues d'eau, de toute façon. Bon. Alors, c'est bien de le répéter à tort et à travers, mais on sait très bien que c'est une mauvaise solution. Même si le ministre dit que l'eau qui tombe l'hiver, c'est de l'eau perdue, ça me paraît une façon un peu simpliste de voir le cycle de l'eau. C'est quand même un peu dommage. Très bien, nous retenons effectivement tous ces souhaits de discussion sur cette thématique. Donc, j'ai indiqué que vous pouvez commencer à pastiller les idées. Pour ceux qui ne voient pas, effectivement, toujours dans le chat, vous pouvez indiquer sur les thématiques. Donc, il y a effectivement les arrêtés sécheresse, anticiper la conjoncture, communiquer, sensibiliser les particuliers, apporter des solutions alternatives pour réduire les consommations, qui rejoint la notion importante de sobriété. Et puis, bien sûr, donc, le stockage de l'eau et la réutilisation des eaux usées traitées. Moi j'insiste parce que, bon, chacun ses idées, hein, mais je me pastillerais bien, étant donné que je n'ai pas la main, le stockage de l'eau hivernale. Si d'accord. Si c'est possible de mettre des pastilles. Bon, Julien, j'insiste aussi sur vraiment une réunion en présentiel, autant qu'on pourra la faire, sur la pertinence de ces retenues de stockage hivernal, alors qu'on les appelle bassines, qu'on les appelle barrages, qu'on les appelle retenues collinaires, mais je ne pense pas qu'on ait des solutions qui soient autant significatives avec des choses trop légères. Hein. Il faut quand même... Là, on va être dans le dur. Hein. Moi, je suis sur l'axe Cher. Je regarde ce qui se passe aujourd'hui de manière un peu effrayée, hein, en disant on est mi-mai et ça commence. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui va se passer. On est tous au courant, monsieur, je pense. Hein. On est vraiment tous au courant. Oui, mais être au courant, c'est une chose. Oui, mais il faut régler en commission locale de l'eau les usages, c'en est une autre. Hein. Attention, c'est pour ça qu'on est là. Hein. C'est pour ça qu'on est là. Oui, mais d'accord, mais il y a un moment, il faut taper dans le dur parce qu'on n'y arrivera pas. Oui, sauf que ça fait des années qu'on fait toujours la même chose et que ça ne marche pas. Donc, à un moment, il faut peut-être se poser des questions. Depuis des années, on fait la même chose et ça ne marche pas. On a supprimé des barrages pour des raisons sans doute louables. Et aujourd'hui, on n'a pas d'eau dans le Cher, c'est tout. Hein.
Merci pour ces échanges. Je pense qu'on est vraiment sur une démarche HMUC qui est en cours. Camille va vous la représenter juste après. On a initié des sujets à travers les 3 commissions locales de l'eau du territoire qui répondront à ces réponses. Alors, laissons-nous le temps aussi de traiter ces questions. On a bien fait remonter, c'était l'objectif de ce webinaire, les besoins aussi du territoire et les enjeux qui pouvaient s'en dégager. On essaiera d'ici dans l'année. Dans l'année, il y a plein de projets qui sont prévus, enfin, en tout cas, plein d'objectifs à atteindre, et notamment peut-être cette question, est-ce qu'il faut engager une réunion, et on note en tout cas les animateurs, je pense que le besoin de travailler sur ces questions de retenue collinaire et de bassine dans l'année, peut-être par une réunion d'échange, de concertation et d'information sur cette thématique. Cécile, je pense qu'il faut conclure. Oui, on peut conclure. Donc, c'est à toi de faire, enfin, si tu le souhaites, de faire un petit bilan de ce tableau. Oui, je peux intervenir, Serge Ferruchon. Je peux intervenir avant que Julien puisse conclure. Et je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a pas une mesure qui va être la solution. La solution, c'est l'ensemble des choses, d'ailleurs, que je vois proposer à l'écran. Après, ce sera la priorisation qu'on va en faire, parce que, bien entendu, il y a une question de moyens derrière, de moyens techniques, de moyens financiers à mettre en œuvre. Et c'est là la difficulté. Mais on est tous bien conscients que toutes les propositions qui sont faites, elles ont leur importance et que ce ne sera pas une seule qui apportera une réponse, ce sera un ensemble, vraiment des réponses à l'ensemble de ces problématiques qui nous permettront de trouver des solutions pérennes. Parce qu'effectivement, je vais dire, créer un barrage quelque part, une retenue d'eau seule, sans que le reste ne suive, ce serait une aberration totale. Donc, il faut que les autres paramètres suivent et conjointement pour qu'on soit efficace sur le territoire. Voilà ce que je voulais apporter comme précision par rapport à la remarque qui avait été faite précédemment. Merci, Monsieur Perrochon, et je rejoins les ambitions qui vont être menées à travers ces études HMUC, de vouloir approcher la question de manière un peu sans appréhension, sans jugement. En tout cas, on va essayer de traiter la question de manière la plus transversale possible pour essayer de répondre au mieux à ces questions de la ressource en eau. Je vous propose donc une petite conclusion rapide sur celle-là, sur ce tableau blanc. Donc, on voit ce qui redégage, c'est vraiment la question qui est centrale et qui fera l'objet peut-être de réunions futures sur la question du stockage de l'eau, et puis une ambition d'avancer sur le changement aussi, le monde agricole, avec le changement des pratiques, des actions en cours aussi qui peuvent être menées. On voit aussi quelques sujets importants de documents d'aménagement du territoire avec les PLUI. On voit aussi des documents de planification comme le SDAGE, qui peuvent être aussi des solutions importantes pour l'anticipation de la gestion de la crise, avec cette approche opérationnelle qui peut être l'arrêté sécheresse, les arrêtés 4 sécheresse qu'on retrouve dans chaque département. Et puis, à la marge, quelques pastilles sur la question, alors j'oublie aussi la sobriété et des solutions alternatives qui peuvent être aussi importantes, souvent même dans une première approche. Des fois, ne rien faire et juste réduire son impact peut être une des solutions. Et l'anticipation aussi, qui est liée à la sobriété, peut être une solution. Voilà, on va essayer d'avancer rapidement vu l'heure pour essayer de dégager un petit peu de temps pour ne pas vous libérer trop tard sur la dernier tableau blanc. Oui, après, il y a beaucoup d'idées qui vont rejoindre certainement ce tableau de gestion conjoncturelle, puisqu'on avait proposé la thématique de gestion plutôt structurelle des usages. Donc, effectivement, on va certainement rejoindre pas mal d'idées. Donc, vous pouvez commencer à écrire les idées sur la gestion structurelle. Ah, et ça a été affiché déjà. Cette fois-ci, ça fonctionne. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas accès à l'écriture, de le mettre dans les commentaires ou prendre la parole. On voit que c'est aussi agréable de vous entendre et d'échanger sur les sujets. Donc, c'est parti pour les 2 minutes pour jeter des idées. Donc, sur la gestion structurelle, on l'a entendu aussi dans la vidéo, on est sur cette notion de partage.
Donc, pour ceux qui n'ont rien qui s'affiche à l'écran, donc à nouveau, on parle réutilisation des eaux. Donc là, on est sur le recyclage des eaux. Alors, industriel est parti, mais donc c'était la première idée, mais du coup, ça doit être un peu pour l'ensemble des usages. Changer les pratiques agricoles avec les agriculteurs, effectivement, pour certainement moins consommer d'eau. Fonctionnalité des zones humides, désimperméabilisation et végétalisation. N'hésitez pas à parler des leviers aussi auxquels vous pensez. Connaître, la connaissance est importante, effectivement. Connaître les consommations et les prélèvements, c'est aussi l'objet de la démarche HMUC dans toute sa première phase telle qu'exposée. Réutiliser les eaux usées traitées. Le recyclage donc, des eaux industrielles en interne, donc on est plus sur les process, effectivement. On a des exemples sur le territoire aussi. Changer les pratiques des particuliers, l'économie d'eau des particuliers, avec la notion de piscine qui est pareil en exemple. Connaître les ouvrages, donc on a dit, connaître les consommations et les prélèvements aussi sur les ouvrages privés. La gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable, j'imagine que ça évoque la notion de fuite, par exemple, sur ces réseaux. Voilà, on a fait à peu près le tour des idées qui s'affichent pour l'instant. Encore le volet communication et sensibilisation qu'on avait déjà en gestion conjoncturelle. Je vous propose de pastiller aussi toutes ces idées. Alors, n'hésitez pas à changer le modèle de société. Il n'y a pas que l'agriculture, il n'y a pas que changement des pratiques agricoles, c'est aussi donc, la consommation globale, sociétale. Développer des outils de suivi de prélèvement. Ça rejoint aussi la notion de connaissance, mais c'est connaître et suivre pour mieux communiquer aussi, effectivement. Économie d'eau des particuliers, oui, effectivement. Ah oui, l'eau potable dans les toilettes, on a évoqué là, les piscines dans les usages, dans les utilisations, mais il y a cet aspect-là. Donc, vous pouvez pastiller toutes les idées. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Julien, tu mets un tout petit peu trop à droite. Je ne suis pas sûre que ça s'affiche pour tout le monde, mais ce n'est pas grave. On va y arriver. Voilà, en gestion structurelle. Ce qui ressort de ce premier tour, on n'a pas vraiment d'outils dans les idées évoquées, mais effectivement, on peut pastiller la gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable sur ce thème. Idem, donc 2 pastilles sur les réseaux d'eau potable. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on est très effectivement sur l'accompagnement de changement des pratiques, des façons de consommer, que ce soit pour les particuliers, pour les agriculteurs, connaître et suivre les prélèvements. Et puis, toutes les notions de réutilisation des eaux, qu'elles soient en extérieur avec la réutilisation des eaux usées, par exemple, ou recycler les eaux en interne sur les process industriels, par exemple. Investir en recherche et développement pour les activités très consommatrices d'eau. Effectivement, ça peut rejoindre aussi le volet industriel qui ont des volets recherche et développement importants. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce tableau sur la gestion structurelle. Est-ce qu'il y avait des interventions particulières ou est-ce qu'on peut passer donc, à la partie 3 de ce webinaire qui était où en est-on précisément là, de la démarche HMUC Share, enfin rapidement, en quelques 3-4 minutes, et le planning un petit peu des éléments à venir. Où est-ce qu'il y avait des interventions? Bien, Camille. J'enchaîne alors.
Donc, comme prévu, je vais vous présenter brièvement la démarche HMIC sur les chairs. Donc, c'est une démarche qui a commencé officiellement le 11 mars 2022. Elle comporte les 3 phases classiques que Julien vous a présentées plus tôt, auxquelles on a rajouté 2 phases intermédiaires. Tout d'abord, une phase préliminaire, donc qui court sur toute l'année 2022. Cette phase permet de recenser la donnée existante et de la bancariser, et de recenser toutes les données nécessaires manquantes avant le début de la phase 1. La phase 1 court jusqu'en 2024. Et après cette phase, on a ajouté une phase de pré-diagnostic. Donc, la phase de pré-diagnostic, elle va permettre une concertation complémentaire avec les acteurs locaux et la priorisation et la hiérarchisation des unités de gestion qui auront été définies, dans le but d'optimiser au mieux la phase 2, qui commencera début 2024. L'étude court entre les années 2022 et 2026 et nous avons déposé une demande de financement pour les années 2022, 2023 et 2024 auprès de l'AMI. Si nous étions retenus, ça permettrait de financer à 100% jusqu'au début de la phase 2. C'est une étude qui est en partie internalisée et en partie externalisée. Et en termes d'avancement, donc le printemps et l'été 2022 seront consacrés principalement à la sectorisation des unités de gestion. Donc, comme vous l'avez vu sur la première slide, c'est un territoire très grand, donc c'est une phase importante. Et également à la rencontre des premiers partenaires pour pouvoir lancer réellement le début de la collecte de données. Un premier comité technique est prévu pour le début de l'été. Est-ce que vous avez des questions avant que je présente éventuellement une petite vidéo pour aller plus loin? Très bien. Alors, pour aller plus loin, on vous présente la vidéothèque du CRECEB. Donc, c'est une chaîne YouTube qui regroupe des vidéos de retransmission de webinaires, de séminaires ou de conférences, ainsi que des retours d'expérience, et tout ça sur le thème de la gestion quantitative de l'eau. Donc, vous pourrez retrouver éventuellement des sources intéressantes pour poursuivre ces réflexions. Merci Camille. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou pas sur J'ai demandé plus particulièrement pas de réaction particulière. On vous mettra le planning. On mettra le lien de toute façon de cette vidéothèque dans un petit mail de remerciement de participation, et puis vous les retrouverez notamment sur les sites internet des 3 sages dans les meilleurs délais. Bien, merci. En tout cas, je vais vous proposer quand même, avant de partir manger, je sais que cela est important, 12h30, nous avons tenu les délais. Je vous propose un petit sondage afin de pouvoir, et j'ai cru comprendre, on pense savoir sur quel sujet nous allons traiter nos prochains webinaires. On essaiera de tendre vers ça, ou en tout cas peut-être au vu de ce que souhaite M. Guérin, peut-être du présentiel, afin peut-être de traiter la question de fond ensemble sur une matinée, avec peut-être des parties de terrain qui permettent de se mettre. Et c'est vrai que c'est un sujet important, les bassines, on le voit, hein, c'est souvent conflictuel, et je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir tous les mêmes niveaux de connaissances qui permettront peut-être de pouvoir discuter de manière construite sur cette question-là. Si vous souhaitez prendre la parole, M. Guérin, en attendant que les gens participent. Non, mais bon, j'ai l'impression d'être la personne qui ronchonne le plus. Non, mais c'est que moi, je suis vraiment sur le territoire, me semble-t-il, le plus impacté, puisqu'on annonce un débit sortant du barrage de 0,8 m3 seconde. Je ne sais pas si vous imaginez, 0,8 m3 seconde, avec tous les usages qu'on décline derrière, les affluents de l'axe Cher ont beau faire ce qu'ils peuvent, forcément, il n'y a plus d'eau dans la rivière. Et je pense que si on n'arrive pas de manière significative, et qui compte, parce que si, comme l'a dit Serge, on peut faire une foultitude de petites actions qui toutes amèneront leur part à la chose. Mais il faut quand même qu'on frappe un grand coup, parce qu'on ne va pas y arriver. Alors, je ne sais pas ce que sera
l'avenir avec les dérèglements climatiques, mais je suis assez inquiet sur l'avenir, notamment pour les bassins industriels que représente la ville dont je suis élu, Montluçon, pour la cité. Si on ne peut plus développer les entreprises dans une cité industrielle, c'est dramatique. Voilà, c'est pour ça que je reçois un peu. Il faut qu'on trouve des solutions. Je suis très content que cette étude HMUC voit le jour, qu'elle soit financée surtout. C'est un peu dur pour la financer parce que je fonde de grands espoirs sur les usages, sur le climat et sur le milieu. Ces études-là qui nous mettront au moins en perspective les données du problème. Voilà ce que je voulais dire. Et bon, moi, il me semble que si on ne stocke pas l'eau l'hiver, on aura des soucis l'été. Mais parce qu'autrement, pourquoi Villeray? Pourquoi Nossac? Vous voyez, mais je grossis le trait volontairement. Hein. Pourquoi les barrages sur la Sioule aux Ancises, là-bas, où ils ont des retenues significatives et qui donnent bien leurs résultats? Il faudrait qu'on arrive à quand même donner des solutions à cet axe cher. C'est ce que je voulais dire. Merci, Monsieur Guérin. Je vais vous partager le sondage. Donc, on voit clairement que ce webinaire a répondu aux attentes et puis que les sujets qui seront sont plutôt variés, plutôt équilibrés, mais on voit que le risque d'inondation, les zones humides, la GEMAPI, la gestion quantitative, donc on essaiera de vous proposer peut-être un cycle de webinaire comme on vous l'a proposé cette année et l'année précédente, avec 2 ou 3 sujets à traiter pour permettre de répondre au mieux à vos attentes. En tout cas, peut-être Cécile ou Camille faire un... Je pense que c'est bon, on peut conclure ce webinaire. Ok. Merci à tous. Et bon appétit. Bon appétit, puis à très bientôt. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. J'arrête l'enregistrement.